La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, c'est l'heure du point de marché Zone Bourse du mardi 15 avril 2025 qui s'appelle ce matin Bessent Damage Control Man. En l'espace de quelques séances, la Maison Blanche a changé de disque et après une offensive tarifaire mal calibrée et un marché obligataire au bord de la crise de nerfs, l'administration américaine a repris la main sur la narration. Grâce manifestement à Scott Bessent et à quelques recadrages, Wall Street a retrouvé un semblant de sérénité. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est durable? Les paris restent ouvert. Donc l'administration américaine qui ne maîtrisait plus rien la semaine dernière est finalement parvenue à reprendre le contrôle de la narration. C'est ce qui explique le rebond de Wall Street au cours des 2 dernières séances malgré la coupure du week-end. Vous le savez, le récit a une importance capitale dans le monde actuel, ça a bien sûr toujours été le cas, mais c'est probablement exacerbé depuis que la planète entière est interconnectée et vibre au rythme des mêmes histoires. La Maison Blanche a commencé par perdre tout le monde, elle y compris d'ailleurs, avec son offensive tarifaire, mais elle est parvenue à inverser la tendance, en tout cas momentanément. Cette récupération en catastrophe s'est faite bien sûr au prix d'une série de dérobades qui n'a pas vraiment dû plaire à Donald Trump qui est plutôt habitué à avoir le dernier mot. Il a fallu détricoter dans l'urgence les annonces fracassantes et même allumer des contre-feux. L'artisan de tout cela, c'est apparemment Scott Bessent, le seul membre de la garde rapprochée qui ne passe pas ses journées à caresser l'ego présidentiel dans le sens du brushing. Le secrétaire du Trésor a pris les choses en main quand la situation a tourné au vinaigre sur les marchés, car l'administration Trump a beau avoir joué Main Street contre Wall Street, la brutale dégradation du marché obligataire après une chute qui était déjà conséquente du côté des actions, tout ça était devenu intenable. Ainsi, la pause décrétée sur les droits de douane dits réciproques a été suivie de l'abandon d'une partie des surtaxes sur les produits électroniques importés de Chine, puis d'une grande opération de com des membres de la Fed avec en punchline « N'ayez pas peur, nous sommes là ». Et il se murmure même depuis quelques heures que certains composants automobiles pourraient aussi sortir du champ des dernières barrières douanières. Enfin, pièce importante du puzzle de la reprise en main de la narration, Scott Bessent a accordé hier une interview à Bloomberg dans laquelle il a écarté le risque obligataire et les rumeurs de vente de bons du trésor par des porteurs souverains internationaux. Ça a contribué à faire reculer le rendement de la dette à 10 ans US qui prenait une trajectoire vraiment inquiétante. Ainsi, même si Donald Trump envoie en parallèle le message « Vous ne perdez rien pour attendre », la tendance est à l'apaisement. D'ailleurs, les éventuels droits de douane sur les semi-conducteurs et les médicaments n'ont pas été assénés en mode « frapper d'abord, réfléchir ensuite ». Non, l'administration a annoncé que des enquêtes ont été lancées et que les décisions à venir dépendront de leurs résultats. Ça, c'est une approche qui est plus compatible avec l'idée que les marchés se font d'un comportement raisonnable. Mais bon, Wall Street n'est pas dupe pour autant, les financiers avaient pris à la légère la détermination initiale de Donald Trump et ça leur a coûté assez cher. Comme l'écrit le Financial Times ce matin, le fait que ce soit les marchés qui aient forcé la main de Trump souligne que son destin reste étroitement lié à la fortune de l'élite financière, même si celle-ci continue d'être mise à l'écart de son administration. Bref, la cohabitation risque d'être encore assez tumultueuse. À Wall Street, le S&P 500 a donc gagné 0,8% hier, il a clôturé à 5406 points. L'indice de référence américain a désormais repris 11,8% par rapport à son plancher du 7 avril, mais il reste malgré tout à 13,7% de son record du 19 février. Si on fait le même exercice avec le Stoxx Europe 600, on aboutit à un rebond de 7,7% depuis le plus bas du 7 avril, en intégrant d'ailleurs le bond de 2,7% qui a été enregistré hier. L'indice large européen reste quand même à 13% de son record du 3 mars. Ainsi, les 2 grands indices ont suivi à peu près le même schéma et ils sont grosso modo à la moitié du chemin du rebond vers leur meilleur niveau. Les investisseurs commencent à avoir des chiffres d'entreprise à se mettre sous la dent pour anticiper les mois à venir. Les banques d'affaires américaines, Goldman Sachs hier après JP Morgan ou Morgan Stanley vendredi, profitent de la volatilité pour engranger des bénéfices XXL à défaut de faire gonfler leurs actifs sous gestion. À l'inverse, LVMH doit se serrer la ceinture. Le groupe a publié hier soir après la clôture de la bourse de Paris des chiffres en berne, très éloignés en tout cas de la flamboyance habituelle des dernières années. Le marché a sanctionné puisque le titre coté aux États-Unis perdait 5 à 6% en soirée. Ericsson, pour sa part, a publié ce matin des chiffres qui dépassent les attentes mais a prévenu que les lendemains seront plus incertains. Et à l'inverse, Sika a publié un petit peu court mais a confirmé ses prévisions annuelles. Il y aura pas mal de trimestriels aux États-Unis aujourd'hui. On va surveiller notamment ceux de Johnson & Johnson qui vont apporter la vision d'un acteur présent à la fois dans la pharmacie et dans les produits grand public.
En Asie-Pacifique ce matin, le secteur automobile permet au Japon et à la Corée du Sud de gagner 1%. En Inde, le marché a toujours le vent en poupe, plus 2%. Taïwan, c'est pas mal aussi, plus 1,9%. On est plus mesuré en Australie, plus 0,2% à la clôture. Quant au marché chinois, eh bien ils sont hésitants avec une baisse de 0,4% sur le continent et un Hang Seng qui est plutôt étal du côté de Hong Kong. La volatilité, eh bien, elle recule sur les marchés occidentaux. On aura une ouverture attendue dans des bornes plus étroites que ces derniers jours, c'est-à-dire à peu près autour de l'équilibre de ce qu'on peut constater autour de 8 heures. En ce qui concerne l'actualité des sociétés en France, donc LVMH a subi une baisse d'activité au T1. La valeur cotée aux États-Unis a réagi en vive baisse à cette annonce. Publicis en revanche est en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles après un T1 vraiment solide. Peninsula, la société d'investissement de la famille Diniz, a vendu la totalité de sa participation de 4,9% dans la filiale brésilienne de Carrefour. Veolia a dû renoncer à un projet de stockage de déchets dangereux dans le Pas-de-Calais. Sanofi a annoncé des données de phase 2 positives pour un traitement qui s'appelle amlitelimab dans l'asthme. Un tribunal italien a autorisé une action collective contre Stellantis pour des airbags défectueux et JCDecaux a remporté le contrat de mobilier urbain pour l'information et les services associés de la ville de Rennes. On a aussi des actus du côté des mid-cap pharma, Valneva, Carmat ou AB Science par exemple. Les principales publications sur l'agenda du jour en France, Virbac, FDJ, Esker, Waga Energy, Prodways, Katana, DMS ou encore Uber. Ailleurs en Europe, Sika a donc annoncé des ventes légèrement courtes au T1 par rapport aux attentes, mais a confirmé ses prévisions annuelles. Atlas Holdings propose de racheter le groupe britannique Delarue à 130 pence par action selon Sky News. Applied Materials prend 9% du capital de BE Semiconductor. Unicredit a obtenu le feu vert de l'office allemand des ententes pour une participation dans Commerzbank. En Pologne, Banque Pekao vise un rendement des capitaux propres supérieur à 18% d'ici la fin de l'année 2027. Côté italien, le gouvernement et Retelit ont signé un accord pour le rachat de Sparkle à Telecom Italia. Prysmian a cédé sa participation dans IOFC en Chine pour 40 millions d'euros et Novo Nordisk met en garde les consommateurs contre des versions contrefaites d'Ozempic aux États-Unis. En Amérique du Nord, Apple a vu ses expéditions d'iPhone bondir de 10% au premier trimestre selon IDC, mais il est assez difficile d'en tirer des conclusions car le groupe a profité d'achats opportunistes en prévision des hausses de prix liées aux tarifs douaniers. Compal, Wistron et Jabil seraient parmi les prétendants à la division ZT Servers mise en vente par AMD selon Bloomberg. On Semiconductor a renoncé à son offre sur Allegro Microsystems. Meta va tenter de convaincre la justice américaine de ne pas le priver d'Instagram et de WhatsApp. Meta qui va utiliser par ailleurs les messages publics et les interactions avec l'IA pour former des modèles de langage dans l'UE. Nvidia a annoncé son intention de faire fabriquer des puces IA entièrement aux États-Unis à l'avenir. Molson Coors annonce le départ à la retraite fin 2025 de son CEO, un vétéran du secteur, et a lancé une recherche de successeurs en interne et en externe. Hertz a révélé que des pirates informatiques lui ont dérobé les données de ses clients. KKR a signé un accord de 3,1 milliards de dollars pour racheter l'entreprise de services post-marché de S&P Global et du CME. Lowe's va acquérir Artisan Design Group et le médicament de BMS contre les maladies cardiaques n'a pas atteint ses principaux objectifs dans le cadre d'une étude de stade avancé. Les principales publications du jour aux États-Unis, G&G, Bank of America, Citigroup, PNC Financial, United Airlines, Interactive Brokers, Omnicom, GB Hunt ou encore Albertsons. Ailleurs dans le monde, le promoteur chinois Sunac cherche à convertir toutes ses obligations offshore en actions selon Bloomberg et Collins Food, le groupe australien, envisage de mettre fin à son partenariat avec Taco Bell et veut ouvrir davantage de points de vente KFC en Allemagne. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.